Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 4e-bas couverture. Du même auteur. Du même auteur. Gestes sociaux à l'école L'Harmattan 2010. Remerciements. Remerciements. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à faciliter cette recherche et cette analyse. Merci à ceux qui, à tous les niveaux, privilégient les systèmes collégiaux aux systèmes hiérarchiques, afin que les organisations deviennent plus équilibrées et plus humaines. Introduction. Vouloir réduire la violence implique de mieux comprendre les comportements de tous les jours. Ceux des enfants sont résumés au début du premier chapitre. Ceux des enseignants sont analysés ensuite à travers 3 attitudes fréquentes: utiliser l'affectif, user de l'autorité et instaurer des habitudes. Les représentations et les changements apparaissent fondamentaux. De même, la notion de discipline s'avère préférable à celle d'autorité. Alterner discipline et liberté laisse entrevoir une première solution contre la violence. La violence, quelles en sont les causes? 7 sont détaillées dans le 2e chapitre. Le simple fait de les limiter diminue les conflits. Les chapitres suivants présentent des conseils de terrain. Ils prolongent l'analyse et répondent à différents questionnements. Comment mieux partager la reconnaissance en famille et à l'école? Apprendre n'est-il pas un minimum violent, ne serait-ce qu'à cause d'un changement de pensée? Dès lors, comment s'y adapter? Les changements et la réalité sont-ils d'ailleurs toujours faciles à accepter, y compris pour un supérieur? Enfin, quels gestes, quels regards et quels exemples permettent d'apaiser les relations? Le 7e chapitre étend la réflexion à l'éducation nationale et à la société. Depuis 2007, un thème est de plus en plus fréquent, celui d'éthique. Que réserve-t-il en dehors de demander à chaque professeur d'être capable de se situer dans la hiérarchie astérisque? Une autre éthique que celle du pouvoir apparaît. Elle se fonde sur la collégialité. Celle-ci permet un meilleur partage et une meilleure acceptation des responsabilités. Le passage de systèmes hiérarchiques à des plus collégiaux offre des perspectives d'un futur apaisé. Il limite la violence. Chacun peut agir en ce sens. Chapitre 1. Situations et comportements observés. 1.1 De l'enfant à l'adulte. Comment diminuer la violence à l'école? Répondre à cette question suppose de mieux comprendre les comportements quotidiens. Ceux des enfants ont été analysés en thèse. Des points importants sont résumés ci-dessous. Ceux des adultes font l'objet d'une étude actuelle et sont traités dans la suite du livre. Sur le terrain, l'une des premières découvertes a été de constater que les enfants de 3 à 8 ans se saluent peu. Or, les saluts sont essentiels à la vie en commun. Par quoi alors sont-ils remplacés? Par de nombreux contacts physiques. Ceci apporte une reconnaissance plus implicite mais aussi plus fondamentale. Je suis touché, je le sens donc j'existe. Je touche l'autre, il réagit donc il existe. Cette reconnaissance est à la base de l'individu, elle est existentielle. Parfois un coup est porté et provoque un enchaînement violent, voire page 34. Cependant la majorité des touchés sont sans gravité, ils renforcent la personne. Cela ne doit pas empêcher les adultes de saluer et de demander à l'être. Un échange de bonjour avec un aîné apprend les valeurs de la société élargie. De plus, il oblige à se reconnaître mutuellement, ce qui est un premier pas vers le respect. Avec l'âge, les gestes qui reliant sont plus calculés et parcimonieux. Les contacts diminuent entraînant une baisse de la reconnaissance. Cette chute est parfois conséquente car elle survient au moment où l'adolescent attache plus d'importance au regard extérieur. La moindre critique peut l'amener à claquer la porte ou à se refermer, et à retourner la violence contre lui. 79. L'adolescent ressasse et calcule davantage là où l'enfant passe à autre chose, y compris par rapport aux séparations. Anna, elle ne me regarde plus. C'est comme si je n'existais pas. En plus, elle cause à Lucie. Alors je ne lui parle plus non plus. Il ne faut plus que les autres lui parlent. Ces propos d'une élève de CM2, de l'école Mauve, reviennent régulièrement dans les cours de récréation. Ils sont à la base de problèmes importants. 72. Ils montrent aussi que les relations s'évaluent en tenant compte du groupe et à partir de gestes précis, tels que des regards.
Les gestes qui séparent sont les gestes déliants, beaucoup sont violents. Néanmoins, certains ne le sont qu'en apparence. C'est le cas lors de duels théâtralisés. Dans ces jeux, des séries d'annonces et d'attaques précèdent des discussions. Par exemple, Arthur en CE2. A bleu crie coup de poing, et se précipite vers Ahmed mais s'arrête juste avant son visage. Ahmed impassible répond « Aïe !» Bouclier. Sabre. La scène se poursuit sous le regard de Matteo. Puis tous se rassemblent pour en discuter. Ces combats théâtralisés contrôlent la violence plus qu'ils ne la génèrent. De plus, ils développent des mini-cultures. Les élèves se réapproprient des scènes de la vie courante, des dessins animés, des films, etc. Ils s'accordent sur les choix et les valeurs, ce qui crée des liens. Même lorsque les histoires comportent de la violence, celle-ci est absorbée et canalisée. D'autre part, chacun apprend à être le jouet, puis le sujet de l'autre. Or, accepter d'être l'objet du groupe constitue un élément fondamental de la construction humaine. De même, considérer son voisin non plus seulement comme un objet mais comme un sujet à part entière, est un progrès. Ces notions favorisent l'empathie et font baisser la violence. Interdire ces jeux serait donc antisocial. Les adultes doivent les tolérer en les arrêtant juste lorsque les coups deviennent portés. Pour des raisons de sécurité, les contacts et les prises dangereuses sont donc à proscrire. Prise de catch, étouffement, strangulation, etc. Mais pas les jeux dans leur entier. Le terme de jeu ne devrait d'ailleurs pas être utilisé pour la strangulation par foulard. Ensuite, les explications aident les élèves à mieux gérer leurs attitudes. Ils en ont surtout besoin avant 7 ans car les duels dégénèrent davantage en de véritables bagarres. À partir du CE1, les enfants copient de plus en plus les attitudes de leurs aînés. Ils maîtrisent mieux les actions et allongent les phases de discussion. Par ailleurs, quel que soit l'âge, certains participants ont plus de mal à retenir leurs coups. Les situations varient selon les groupes, les écoles et les familles. Souvent, ce sont les enfants encouragés par leurs parents qui se retiennent le moins. Ils sont incités à frapper pour ne pas se laisser embêter. L'accord parental renforce alors l'agressivité. Le guerrier n'a pas besoin de faire l'effort de se retenir. C'est un warrior mon fils. Je lui dis de frapper quand on l'embête. Il ne faut pas qu'on l'embête. Sonia c'est une battante, elle ne se laisse pas faire. Si elle doit mordre, elle mord. Rosie. Les capacités à se retenir, à attendre et à réfléchir sont alors mises de côté, ce qui rejaillit sur le plan scolaire. Pour autant, la situation inverse n'est pas excellente. L'enfant qui refuse toujours le conflit se refrène trop. Si c'est un garçon, il s'écarte de la norme et risque d'être moins respecté. Fille ou garçon, s'il ne répond pas aux critiques des autres, il devient une cible facile. La tentation de le rabaisser augmente. Il peut se refermer davantage, déclenchant une spirale de dépréciation. À l'extrême, il devient un bouc émissaire. Il perd son statut humain dromadaire, serpillière, virus, gros porc, etc. Il est transformé en objet social. Les gestes sociaux qui existent autour des objets se transposent alors à l'objet humain. Chacun va jeter le bouc émissaire vers le voisin, s'essuyer dessus, le taper, tout comme un papier gras. L'important est de faire le même geste que les autres. Le fait que cette cohésion se réalise au détriment d'un autre enfant est amoral du point de vue des droits humains. D'où l'importance pour ceux qui harcèlent de considérer celui qui est rabaissé comme moins qu'un humain. Même si ces situations demeurent rares, leur gravité impose d'agir vite et de façon efficace. 72. Au-delà des cas de bouc émissaire, et d'une manière générale, les gestes communs renforcent le sentiment d'appartenance. Ces gestes s'effectuent autour d'objets personnalisés que chacun possède, billes, cartes, portables, etc. Ou bien d'objets collectifs manipulables par tous, ballons, élastiques, cordes. Les objets multiplient les contacts et les partages. Ils favorisent la compréhension de la notion de groupe. Tout le monde court après le ballon, saute à la corde ou à l'intérieur de l'élastique. Le groupe devient l'ensemble de ceux qui font les mêmes actions, qui manipulent les mêmes choses. Avant cela, l'objet rappelle l'attachement à la mère. La tétine, le doudou, la poupée, aident le bébé à mieux supporter la séparation d'avec elle. Les jouets facilitent l'assimilation de l'environnement. Ensuite, ils favorisent l'imagination en apportant des supports. Après, l'aptitude à savoir se passer d'eux développe l'abstraction.
C'est alors en s'intéressant à ceux des autres que l'esprit s'ouvre à la société. Ils sont donc essentiels au développement. Ils doivent être tolérés, seuls les jouets dangereux sont à interdire. L'adulte ne doit intervenir qu'en dernier recours, afin d'éviter des débordements, spécialement le vol. Comme l'objet rappelle à chacun son évolution et sa capacité à se priver, les enjeux à son sujet s'avèrent importants entre enfants, parents et enseignants. Priver d'un objet, c'est priver d'un lien. Savoir s'en passer, c'est se libérer d'habitudes affectives et être moins entravé au contact des autres. À l'adolescence, ceux qui, au contraire, continuent de privilégier l'attachement aux parents, s'affaiblissent davantage vis-à-vis de leurs camarades. C'est le cas par exemple, lorsqu'ils prolongent les embrassades au portail d'un établissement. Ils ne suivent alors guère la norme de distanciation aux adultes. Ils placent également leurs parents et leurs compagnons en concurrence du point de vue culturel et affectif. Or l'affection et la reconnaissance se partagent avec difficulté. Des déséquilibres peuvent attrister et frustrer les uns, compagnons ou parents, sans nécessairement gagner l'attention des autres. Quel que soit l'âge, une action attendue qui ne survient pas frustre et induit des conflits. 79. Par exemple, une mère attend le retour de son fils étudiant pour le week-end, mais celui-ci préfère rester éloigné. Un jeune homme quitte une soirée où il a promis de rester et se rend à une autre soirée. Un mari attend que sa femme revienne le soir, au dernier moment, celle-ci va dîner avec des amis, etc. Toutes ces situations créent de la méfiance et de la frustration car à chaque fois, un comportement attendu n'a pas lieu. De la méfiance car chacun peut imaginer le pire. De la frustration car ceux qui attendent une présence attentionnée apparaissent moins aimés ou moins reconnus que prévu. La reconnaissance et l'affectif sont au cœur de ces processus. 1.2 Affectif et attente de reconnaissance. Qu'est-ce que l'affectif ? Il correspond à l'émotion. Son ressenti passe par le corps et agit sur l'esprit. Pour un professeur, l'utiliser consiste à entrer dans le domaine du sentiment. Cette attitude peut motiver les élèves. Des pédagogues considèrent que seuls ceux qui désirent sont capables d'apprendre de façon durable. Cependant, des enseignants débordent parfois. Ils étalent leurs problèmes sentimentaux, multiplient les jugements de valeur ou pire, rabaissent le groupe. L'émotion fait alors un mauvais mélange avec l'autorité. Le problème est que ces deux notions sont utilisées de manière plus ou moins volontaire par les adultes, et que l'éducation nationale ne s'y intéresse guère. L'affect continue donc d'aggraver les abus de pouvoir, les débordements et la violence, au lieu de lutter contre. Des gestes inconsidérés apparaissent encore, tels que jeter un cahier, tirer une oreille, pousser fort ou donner une claque. Ils semblent être le dernier rempart face à un élève qui n'obéit plus, hurle ou devient dangereux. Pourtant, il existe différentes manières de limiter les difficultés, détourner l'attention vers un nouvel objectif, évacuer, calmer, etc. L'une des principales questions est de savoir si les moyens employés améliorent ou à l'inverse, empirent la situation. En d'autres termes, dans quelle mesure l'affectif et l'autorité sont-ils efficaces ou problématiques ? Septembre 1996, dans une école parisienne de la Goutte d'Or, la violence est présente au quotidien. Pourtant un professeur, Madame F, réussit à calmer ses élèves dans la classe de cours moyen 2, CM2. Comment ? Elle réconforte souvent. Elle cajole tous ceux qui la sollicitent et encourage l'ensemble du groupe. Vous êtes mes gentils élèves. Vous êtes intelligents. Vous me faites plaisir. Etc. Elle utilise des gestes apaisants, main dans le dos, caresse sur le bras, sourire, autant d'attitudes affectueuses. Toutefois, un incident révèle un défaut de cette pratique. Un après-midi au retour d'une récréation, Samir est plié en deux, en pleurs. Il vient de recevoir 3 coups de poing dans le ventre. La maîtresse le calme mais des témoins insistent. C'est Jean qui a frappé, il a frappé trop fort. Il n'a pas le droit. Il a été trop loin. Sous la pression, elle demande à Jean, « Tu vas bien ? Que s'est-il passé ?» Il répond, « Samir m'a EMM. Il a gardé le ballon, il a eu ce qu'il mérite. » L'enseignante se retourne alors vers la classe, « Ce n'est pas bien de se battre. Vous devez vous entendre car vous êtes tous gentils. Asseyez-vous. Ouvrez les livres à la page. » Les élèves s'assoient sans plus de commentaires. À la récréation suivante, le conflit reprend de plus belle.
Jean frappe encore Samir. Dans la classe, Madame F console la victime. Les 2 jours suivants, Samir évite son agresseur. Puis, il joue à nouveau avec lui mais cette fois davantage en retrait. En refusant de régler les différends, la maîtresse laisse s'instaurer des rapports de force entre enfants. Elle a beau endormir l'agressivité grâce à l'affectif, les conflits réapparaissent à cause de leur évitement. Cette attitude d'évitement concerne tous les éducateurs. Chacun peut être fatigué et détourner le regard de temps en temps. Cependant, le refus de régler les problèmes risque de les envenimer et ce, d'autant que l'aveuglement devient systématique. À l'inverse, quand les personnes s'interposent, la violence baisse. Dès lors, pourquoi n'est-ce pas le choix de Madame F? D'une part, l'enseignante apporte elle-même une réponse. Il faut laisser les enfants jouer. Leur laisser leur liberté. Et s'ils frappent fort, s'ils se blessent? Il faut les soigner. Son discours est en accord avec son attitude et en partie efficace et morale. Efficace car le plus important n'est-il pas de soigner? Morale car la liberté n'est-elle pas un droit fondamental toutefois, jusqu'où 52? D'autre part, séparer un conflit demande de payer de sa personne. Un adulte qui interfère peut recevoir un dommage collatéral et même être rabaissé. Ceux qui séparent une bagarre doivent faire preuve de dynamisme et d'un minimum d'autorité. Utiliser l'affectif est donc contre-productif s'il n'est pas associé à un minimum d'autorité. La plupart des enseignants en font preuve tôt ou tard, car des situations nécessitent de s'opposer aux élèves. Ceux qui ne s'y opposent jamais, tels que Madame F, sont rares et se rencontrent davantage parmi les personnels sans classe, psychologues, conseillers pédagogiques, principaux de collège. Pour autant, ces derniers ne jouent pas toujours sur l'émotion. Autorité et affect ne sont d'ailleurs pas antinomiques. Si certains privilégient l'un, la plupart se servent des deux et d'autres d'aucun. Parmi les professeurs d'écoles élémentaires, presque les 2/3, 74%, déclarent utiliser l'affectif, par exemple, en faisant passer plus d'émotions en classe, en discutant de façon plus familière avec un élève en aparté, en réconfortant par une caresse sur l'épaule, un sourire, un mot doux, etc. De même, près d'une moitié indiquent donner de petits surnoms du type « ma puce ». Des interviewés sont d'abord gênés d'avouer ce type de pratique, ils ne le font qu'une fois mis en confiance. L'une des raisons est que l'affection appartient davantage au domaine des parents, des amis et des amoureux. L'utiliser revient en partie à prendre leur place, attitude peu professionnelle. Quelques-uns le laissent entendre. Je sais que ce n'est pas bien mais j'utilise l'affectif. On ne devrait pas en tant qu'enseignant, mais c'est très utile. Des fois je les appelle par des surnoms, ce n'est pas conseillé mais ils aiment bien. C'est l'une des raisons pour lesquelles les jeunes professeurs l'utilisent moins, 50% avant 30 ans. Ils veulent se montrer experts. Avec l'âge, l'appartenance au métier n'a plus besoin d'être prouvée. D'autre part, l'expérience accumule les situations dans lesquelles l'affect s'avère indispensable. Le véritable expert devient celui qui résout les problèmes de terrain. Une majorité d'autres professeurs ne semblent guère s'en soucier. Quelques-uns déclarent aussi avec sincérité ne jamais surnommer. Puis après un temps d'attente, ils se rappellent le faire. Poser la question les amène à réfléchir sur leur action, ce qui est l'un des intérêts de la sociologie. Selon les témoignages, l'affectif rend des services, il rassure, met en confiance et permet de calmer. Cependant, plusieurs interviewés mettent en garde contre son usage en groupe ou avec des élèves fragiles. 3 éléments s'avèrent particulièrement néfastes. 1. Le sentiment de toute puissance. 2. Le développement d'inégalités. 3. La pratique de la moquerie. Premièrement, quand un enseignant s'étend sur le domaine affectif en plus du domaine scolaire, il devient omniprésent. L'enfant pense que l'adulte sait tout ou presque de lui. S'il est rabaissé à un moment, il s'assimile à un objet. 14. Cette situation est à éviter, d'où l'importance de former les enseignants à l'introspection et aux attitudes relationnelles. Deuxièmement, lorsque des professeurs cajolent, réconfortent ou encouragent, ils doivent vérifier qu'ils ne le font pas toujours avec les mêmes. Si c'est le cas, ils instaurent des privilèges et induisent des effets Pygmalion. Ils doivent également vérifier qu'ils n'oublient personne, sinon ils créent des frustrations. Il y en a, j'ai moins envie de les toucher, je ne les touche jamais. Je n'utilise pas l'affectif avec tout le monde. Un tel et un tel, je ne pourrais pas être affectueuse avec, ils me dégoûtent. Ces inégalités frustrent les délaissés.
Quant aux privilégiés, ils risquent de ne travailler qu'en fonction du mérite affectif et de se démotiver quand les exercices deviennent moins plaisants. Ils risquent aussi de se perdre quand l'adulte change. Les parents n'ont pas à abonder dans ce sens. Ils ne doivent donc pas critiquer les enseignants devant leurs enfants. 73. Et ils doivent davantage les inciter à s'intéresser au savoir plus qu'aux personnes. Troisièmement, les moqueries sont-elles plus ou moins importantes? Les moins graves concernent les idées, les plus graves les personnes elles-mêmes. Un enseignant par exemple peut se moquer d'une mauvaise réponse, d'une paire de chaussures ou directement de l'élève. Tu t'es encore trompé un tel. Tu t'es habillé n'importe comment. T'es vraiment trop bête. Ces propos sont peu fréquents mais ils proviennent presque toujours de professeurs qui utilisent à la fois l'autorité, l'émotion et de petits surnoms. Ce qui ne veut pas dire qu'ils le font tous et tout le temps. Chacun évolue. Par ailleurs, un individu qui se moque a tendance à se disculper en indiquant faire de l'humour. Or l'humour est basé sur un décalage. Il nécessite une capacité de projection et une certaine culture. Les enfants ne le comprennent pas toujours. Les moqueries à leur encontre sont donc à proscrire. Si les enseignants se moquent quelquefois des élèves, c'est aussi parce qu'ils le font souvent entre eux. Les actes s'influencent d'un contexte à l'autre. Connaître les comportements adultes apparaît donc essentiel. Quels sont-ils sur le terrain? Entre professeurs, les critiques permettent de se jauger. Quand elles sont partagées avec des attitudes positives telles que des sourires, elles dénotent un aspect amical. En revanche, quand l'intonation monte, que le phrasé devient sec ou que le regard se détourne, les remarques deviennent des moqueries. À sens unique, un déséquilibre se crée. Une déliance s'installe. La déliance des adultes est plus intellectuelle que celle des enfants. Les coups sont inexistants, les insultes rares et les railleries souvent indirectes. Lorsque des enseignants ne s'entendent pas, ils s'évitent ou se lancent des remarques désobligeantes à distance. Chacun essaye alors d'acquérir des spectateurs à sa cause. Le simple fait d'être écouté apporte une reconnaissance. Parfois, des adultes font aussi des procès d'intention. Ils croient qu'un collègue leur en veut parce qu'il manque de prévenance. La personne compare avec une situation réelle ou imaginée, dans laquelle elle a reçu de l'attention. Elle pense qu'on lui en doit, donc elle se plaint de l'oubli. Cette attente de marques affectives ou de reconnaissance et les reproches qui vont avec, sont à éviter. En effet, elle induit aussi de la frustration là où les souvenirs agréables devraient simplement apporter le calme. Dans les établissements du primaire, de tels reproches proviennent presque exclusivement de femmes et de directeurs. Pourquoi? Les directeurs sont soumis à plus de pression adulte. Ils recherchent aussi davantage le soutien des enseignants, ce qui les rend parfois plus sensibles à ce sujet. Indépendamment de la génétique, les femmes sont, elles, influencées dès l'enfance par les normes sociales qui les incitent à se définir dans le regard des autres, jusqu'à l'hypersexualisation, et l'aide de partenaires, alors que les hommes se construisent davantage dans le contact avec les choses et la combativité. Là où les premières s'attendent à recevoir de la reconnaissance familiale, t'as bien rangé. Tu es belle? Elle te va bien ta nouvelle coupe. Les seconds s'en préoccupent moins, et sont davantage incités à agir pour marquer un environnement plus élargi. Vas-y fonce. Rentre dedans. Tap. Or les habitudes influencent les êtres humains, y compris sur un plan en apparence biologique. Quel que soit l'âge et le sexe, l'habitude de recevoir et d'attendre de la reconnaissance apparaît comme l'une de celles qui imprègnent le plus considérablement les personnes. Elle pose problème car elle multiplie la frustration en cas de déception. L'individu habitué à recevoir de l'attention se construit une certaine estime de soi. S'il est choyé malgré son mutisme ou sa bouderie, il est tenté de recommencer, fier d'attirer l'attention. Son attitude, repli sur soi, détournement du regard, silence, fonctionne avec une personne aimante car celle-ci a peur de diminuer l'attachement. En revanche, celui qui boude devra limiter ce comportement à l'école. L'enseignant, même s'il tient compte de l'émotion, privilégie le groupe et l'organisation. Un élève boudeur se trouve donc en décalage. Son comportement ne durera que s'il réussit ailleurs. Les déceptions par rapport à une attente ne touchent pas seulement les individus, qui ont une certaine estime d'eux-mêmes. Elles concernent tout un chacun, surtout si les structures se répètent. 69. Si les amabilités sont courantes, il est normal de s'y attendre.
Or entre enseignants du primaire c'est souvent le cas, la reliance est quotidienne. Tous les jours de petits services s'observent tels que laisser passer un collègue à la photocopieuse, apporter une tasse de café, prêter un stylo-bille, etc. De même, les salutations, les embrassades et les paroles aimables sont fréquentes. Chacun ne réagit pas toujours ainsi, mais le contexte est plutôt à l'amabilité. Aussi quand un professeur oublie d'être prévenant alors qu'il en a l'habitude, il peut décevoir y compris un collègue qui ne ressasse pas. D'une manière générale, l'affectif apporte donc de la reliance, il serait dommage de s'en passer. Cependant son usage ne doit ni empêcher de régler les conflits ni entraîner d'injustice. Il rabaisse d'ailleurs d'autant s'il est appuyé par l'autorité. 1.3 Autorité du pouvoir de qualifier. Un supérieur par rapport à un subalterne ou un adulte par rapport à un enfant peuvent trouver un intérêt à la moquerie, ils augmentent leur pouvoir de façon momentanée. Par exemple si un enseignant déclare « T'es vraiment trop bête », puis 2 minutes après « Ah, tu vois que tu peux être intelligent ». Il attire l'attention. Néanmoins, l'élève surveille alors. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.